Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. La famille Fontano est particulièrement représentative, c'est vraiment la petite histoire qui rentre dans la grande histoire. Suivre les vicissitudes, l'épopée si vous voulez, parce qu'il y a quelque chose d'épique et de tragique dans le destin de cette famille. Dont la moitié reste en Italie. Bon, enfin, reste en Italie, c'est un gros mot parce qu'en effet, c'est une façon de dire, parce qu'en effet, ils se déplacent d'abord en Autriche, en Syrie, parce que l'histoire, du moins l'histoire qu'on va raconter, commence autour de la Première Guerre mondiale. Et quand Trieste, Muggia, le lieu dans la province de Trieste, d'où est originaire la famille, c'est dans la Vénétie julienne et ça fait partie de l'Empire austro-hongrois. Donc on est encore bien avant les frontières orientales de l'Italie. En effet, sont très controversées. On se bat beaucoup. Il y a des minorités ou des majorités selon les endroits, aussi slovènes et croates, pas que des Italiens. Les Slovènes et les Croates sont tout de suite persécutés par les fascistes. Donc c'est une histoire vraiment très riche, très compliquée, qui parle beaucoup de l'Italie et parle de l'Europe. Non seulement parce qu'une partie de la famille Fontano se déplace en France, émigre en France plutôt, autant pour échapper aux fascistes que pour des raisons de travail, comme la majorité des immigrés italiens ici dans les années 20 et 30, plus 20 que 30. Et donc, je trouve vraiment que cette histoire est assez exemplaire. Elle raconte beaucoup de la grande histoire, de l'engagement, de qu'est-ce que ça veut dire être antifasciste en Italie, d'autant plus que Trieste, comme Milan, c'est une des capitales du fascisme. À Trieste, le fascisme arrive même avant que dans le reste d'Italie, comme à Milan d'ailleurs. Mais à Milan, ça se développe. Mussolini, il agit à Milan. Tandis que Trieste, les raisons sont tout à fait différentes. Il y a, par exemple, des lois raciales, ce ne sont pas tout à fait les lois raciales de 1938, qui frappent Trieste en 1926. Donc, déjà, les minorités slovènes et croates sont persécutées à partir de ces années-là. Donc, le fascisme arrive avant. Une des capitales du fascisme, et la famille Fontano est mêlée à tout ça, à la grande histoire, avec une pureté de cœur, si vous me permettez, un engagement, une passion, une joie de vivre, qui me rappelle Cavana quand il disait n'empêche que l'héritage ça goûte la vie, ou un truc comme ça, je cite comme ça en mémoire, avec ma mémoire, mais bon, plus ou moins c'était ça. Et il y a tout ça, et lire les vicissitudes, les aventures, justement, le mot c'est l'aventure, des frères Fontano, des familles Fontano, c'est rentrer dans l'histoire dans une façon qui fait pleurer quelque part, qui prend le cœur et qui est en même temps politique. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Alors, je vais remettre un petit peu dans le contexte cette partie de l'Italie. Comme vous l'a dit Paola, nous sommes encore au début du XIXe siècle, sous l'Empire austro-hongrois. Donc cette famille, dont l'aventure humaine et politique est vraiment très riche, elle se déroule donc à la moitié de l'Europe du XXe siècle jusqu'au moins à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ouvriers, socialistes et anarchistes, puis communistes, les Fontano s'installent à Monfalcone et commencent à travailler dans les chantiers navals, alors que la ville fait encore partie de l'Empire austro-hongrois. Plus tard, ils quittent cette Vénétie julienne. Ça aussi, ce mot de Vénétie julienne est important, puisqu'il y a le Frioul, mais qui est vraiment détaché au niveau
cette Vénétie julienne, donc comme disait Paola, toute cette partie de Trieste, Muggia, l'Istrie, ce petit bec là qui est maintenant moitié slovène et croate, est dévastée justement par la violence fasciste. Et donc une branche des Fontano se rend en Autriche, participe là aussi aux luttes ouvrières autrichiennes contre la dictature de Ignazio Saipol, et puis ils repartent en Bulgarie. Ils reviennent à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et à partir de 1942, les Fontano s'engagent tous dans la résistance avec les formations slovènes et italiennes. Donc le prix à payer pour cet engagement est très élevé. Leur père, Antonio, meurt dans un camp de concentration. 2 des fils tombent au combat. Et en leur honneur, une brigade a été nommée Fratelli Fontano et qui a été créée en Slovénie. Le 3e fils de cette branche sera commandant du Gap. Alors le contexte au XXe siècle, donc les dernières décennies du XIXe siècle dans la Trieste autrichienne et dans la Monfalcone ouvrière, voient une forte hausse du mouvement travailleur. Le Parti socialiste, il y a des objectifs et des pratiques politiques spécifiques par rapport aux socialistes italiens, en particulier un très fort esprit internationaliste qui naît dans la vie quotidienne de chacun. De la présence des travailleurs de toutes les nationalités, mais surtout des Italiens, des Slovènes et des Croates. À cette époque, les zones appartenaient à l'Empire austro-hongrois, et ces zones seront en première ligne du front entre l'Autriche et l'Italie de la Première Guerre mondiale. Donc une situation un peu bouleversée, où là chacun essaie de se retrouver dans ce méli-mélo politique et historique, et aussi se confronter à un empire austro-hongrois qui était quand même très fort. À la fin de la Première Guerre mondiale, la région entre dans le royaume d'Italie. Les sacrifices faits par tant d'ouvriers et de paysans dans les tranchées et l'exemple de la révolution soviétique semble être le début d'un changement social. Rien ne doit être comme avant. De fortes luttes sociales débutent, accompagnées par l'espoir de grands changements révolutionnaires. Mais c'est à cette époque que les milices fascistes, appuyées par les organes de l'État italien, donnent vie à une vague de violence pour faire plier la classe ouvrière qui demande travail et pouvoir. Alors, des violences qui n'apportent que des morts, des blessés et surtout beaucoup de destruction des sièges politiques et coopératifs. Donc ça aussi, ça a beaucoup impacté sur l'engagement de ces familles et surtout des Fontano. Monfalcone, à cette époque, a une croissance énorme grâce à la réalisation d'infrastructures importantes telles que le chemin de fer entre Venise et Trieste, et qui est relié par la ligne de Udine qui passe au milieu, le canal de drainage Valentinis, qui dans sa dernière section est devenu navigable, garantissant ainsi à la ville une connexion directe avec le golfe de Trieste. Là aussi, l'importance maritime, elle était déjà importante du temps de la Sérénissime, du temps des Vénitiens, puisque c'était là que partaient les bateaux pour les comptoirs de la République de Venise. Mais là, c'est encore beaucoup plus important à cause de ces débuts de guerre. Ces facteurs ainsi que les grandes excavations de gravier qui ont créé une baie artificielle ont favorisé de nombreuses industries telles que l'usine de soude Adria Werke et le chantier naval de Monfalcone, qui a ouvert ses portes en 1908 sous la pulsion d'une famille Kozulik. Alors c'était des Slovènes, c'était pas des Italiens encore, donnant une vie
a une tradition industrielle séculaire et qui a radicalement changé tout l'aspect économique, tout le paysage économique local. Donc beaucoup de chantiers navals, des infrastructures pour les ouvriers, beaucoup de maisons ont été construites pour les ouvriers et qui sont encore restées encore maintenant. Maintenant, elles sont devenues chics. Alors l'évolution des conditions économiques de la ville avec cette nouvelle demande de main-d'œuvre de la part de l'industrie a entraîné bien sûr une augmentation de la population qui était au départ de 4500 habitants au début du XXe siècle et qui passe quand même à 12 500 en 1914. Et bien sûr, tout un tas de constructions, de nouveaux établissements urbains pour accueillir le plus possible les écoles, les églises, les sièges politiques, etc., etc. Le 9 juin 1915, quelques semaines après l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, Monfalcone, précédemment abandonnée par les troupes austro-hongroises et prise par l'armée royale, la ville ainsi que ses industries deviennent la cible pour l'artillerie austro-hongroise et donc en partie détruite ou gravement endommagée. À la fin d'octobre 1917, après la bataille de Caporetto et la retraite italienne dans le Piave, Monfalcone est reprise par les Autrichiens, qui la conservent jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de ce conflit, la ville est rejointe par les troupes italiennes au début de novembre 1918, après l'armistice signé dans la Villa Giusti, près de Padoue. Donc vous voyez, la notion d'Italie jusqu'en 1918, c'était pas quelque chose d'acquis. Donc une des premières conséquences de cette Première Guerre mondiale, c'est la limitation des activités des partis sociaux-démocrates italiens, yougoslaves et slovènes. Mais la population, donc la base ouvrière et socialiste, aussi bien celle militarisée des arsenaux, des chantiers, des industries de la guerre, que celle enrégimentée dans l'armée, n'accepte pas passivement ce continuel massacre. L'écho de la révolution 1917 en Russie, donc a eu une très très grande importance sur les masses populaires, mais avec l'effondrement de l'Autriche, l'Italie veut imposer en Émilie julienne et en Istrie un nouvel ordre et nationalise les populations non italiennes. Donc ça veut dire que les Slovènes et les Croates, il fallait qu'ils choisissent. Donc dans cette phase transitoire, on passe au fascisme avec l'appui de qui? De la bourgeoisie, des autorités civiles et des militaires italiens. Avec sa base irrédentiste, ultranationaliste, chauvine, Trieste est considéré le berceau du fascisme à égalité avec Milan. Entre 1920 et 1921, des exactions fascistes font rage. Les ouvriers et les populations slovènes sont les cibles, puisqu'on veut absolument qu'ils deviennent italiens, qu'ils oublient aussi leur langue. Donc on impose l'italien comme langue nationale. À Trieste, c'est pas mieux, on saccage, on brûle les bureaux, les banques, la typographie Editnos, les écoles croates et slovènes, et même l'église Spiridon, à Saint-Spiridon, qui est de confession orthodoxe, qui est toujours là, qui a été reconstruite. Et le siège du journal de Trieste et de Lavorato sera le théâtre de l'assaut des fascistes, aidés par l'armée et les carabiniers. À cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Plus de 1,5 million de paysans de la Vénétie et du Frioul, ainsi que les membres de syndicats catholiques et socialistes, participent à cette grande agitation paysanne, dans cette histoire italienne entre 19 et 22. Pour la première fois, leur action et leur organisation sont
sont liées à celles des petits propriétaires terriens et les ouvriers agricoles friulants. Il y a eu cette révolte paysanne qui a compté, mais voilà. Les secrétaires d'une ligue locale d'ouvriers agricoles, syndicalistes, les curés, les évêques deviennent les personnages d'une histoire où se mêlent la mentalité et l'histoire des propriétaires terriens, la rébellion populaire et le syndicalisme catholique dans la phase cruciale de cette fin de société paysanne. Donc, très peu de... ça n'a duré que très peu de temps, ce conflit. Bien sûr, sortent endommagées Monfalcone. Toutes les industries sont quand même reconstruites par les nouvelles autorités italiennes. Et l'équilibre démographique qui avait tragiquement chuté de 11 000 à 3 000 habitants pendant la guerre se rétablit. L'économie locale est à nouveau tirée par l'essor de l'industrie navale, qui n'a été ralenti que lors de la crise de 29, et sur le plan administratif, la ville et ses environs sont inclus dans la nouvelle province de Trieste. Entre les deux guerres, et en particulier pendant l'ascension de Mussolini, qui accède au pouvoir en 1925, Monfalcone est à nouveau le bastion d'une bataille importante, une bataille sociale, qui est menée par les fronts antifascistes, nés dans l'enceinte du chantier naval. En même temps, en 1929, la présence croissante de travailleurs employés sur place a dicté la nécessité de créer de nouveaux espaces de vie, donnant comme ça naissance à ce village de Panzano. Avant, il n'y avait rien, c'était la mer, donc on a fait en sorte qu'il y ait ce village ouvrier à l'époque. Comme je vous disais tout à l'heure, maintenant c'est très recherché par ceux qui habitent dans le coin. Au début de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier après l'armistice du 8 septembre 1943, la ville a été incluse dans la zone d'opération de la côte adriatique et occupée par les troupes nazies. Cependant, la lutte de résistance contre les nazis fascistes s'est également organisée très tôt dans la région de Monfalcone et en particulier dans le Karst. En effet, la brigade prolétarienne, dépendant du Comité de libération nationale de la Haute-Italie, le CLNAIL, est composée en grande partie de la classe ouvrière des chantiers navals et de la population slovène de la région a été formée. À partir de 19 mars 1944, la ville et les installations industrielles sont bombardées à plusieurs reprises et gravement endommagées par les Alliés. Monfalcone restera sous l'occupation du Yougoslave Tito jusqu'au 12 juin 1945, date à laquelle l'administration de la ville passa aux mains des Alliés jusqu'en septembre 1947, étant donné qu'elle était située à l'est de la ligne Morgane. La ligne Morgane divisait les territoires de la Vénétie julienne italienne entre les Alliés et la Yougoslavie entre 1945 et 1947. La situation s'améliore avec l'entrée en vigueur du traité de Paris en février 1947 et ce qui attribue définitivement la ville à l'Italie. Et le 15 septembre 1947, Monfalcone passe sous administration italienne et est enfin incluse dans la province de Gorizia. Voilà pour cette situation historique de cette partie du Friuli-Venezia Giulia. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio. Alors à propos de la famille Fontano et son histoire, donc comme vous avez pu le voir, nous avons pu mettre quelques panneaux en expliquant un petit peu qui sont ces Fontano. Donc il y a deux grandes branches. Moi je vous raconterai celle italienne, même si tous les deux étaient italiens, et Antonio parlera de la deuxième, celle qui s'est vraiment implantée ici en France. Tout part de ces deux frères qui
D'un côté, hein, on a Giacomo, surnommé Gobolon, celui qui a la bosse, hein, grand et bossu, enfin bossu pas comme celui de Quasimodo, hein. Et ça, je laisse la partie à Antonio, et qui partira justement, qui émigrera en Italie, et qui a eu cette importance, hein, dans la résistance française. Et dans l'autre, cette autre grande famille, hein, celle de Giuseppe, hein, surnommé le Barcaiolo, hein, le batelier, frère aîné. Donc là aussi, au niveau des dates de naissance, on ne sait pas trop, hein. Il est né entre 1940 et 1840 et 1859, et qui avait une petite entreprise de bateaux, hein, pour le transport des marchandises, hein. Il était marié, hein, et il avait 4 enfants. Donc, je vous raconterai un petit peu plus, hein, un de ses fils, Antonio Giovanni, qui est né en 1873, surnommé Tony Panetto, et qui était marié avec Regina Marega. Pourquoi je précise ces noms? Parce qu'on les retrouve, hein, dans la saga Fontanotte, hein, en Italie. Donc cette famille va s'exiler en Autriche, hein, pendant les années du gouvernement clérical fasciste de Ignace Seipel, dont on a parlé tout à l'heure, hein, parce que justement il y avait ce problème de frontières, qui va là, qui ne va pas. Et après donc l'attaque aussi frontale à la puissante social-démocratie autrichienne, puis ils vont en Bulgarie quelques années, hein, après le coup d'État sanguinaire de Kantov, et en 1935, hein, ils rentrent enfin à Monfalcone. Alors certains enfants, hein, raconteront quand même que les quelques années passées en Autriche, hein, elles étaient quand même pas si horribles que ça, hein, mais parce qu'ils étaient jeunes, donc l'insouciance, etc. Donc ils garderont quand même quelques bons souvenirs, hein, de ces moments passés en Autriche. Antonio Giovanni, hein, donc celui qui s'appelle Tony Panetto, hein, va entrer dans la résistance à 71 ans. Il sera arrêté en décembre 1943, déporté au camp de concentration de Dachau et meurt en 1944. Donc déjà, un des membres, hein, s'en va après s'être impliqué vraiment dans cette résistance. Parmi les enfants de Tony Panetto, hein, donc on a 3 fils, Armido, Licio et Vinicio, qui ont un rôle important dans l'organisation et dans les événements militaires de la résistance de la région. Et bien sûr, cette famille va payer fort, hein, va payer un prix très fort, hein, dans cette implication. Alors là aussi, il ne faut pas vous étonner au niveau des prénoms, hein. Étant donné qu'ils étaient tous athées, hein, donc ils ont tous des prénoms qui n'ont rien à voir avec Mario, Giuseppe, qu'est-ce qu'on peut avoir, Pietro, etc., etc. Donc des prénoms, hein, un peu qui sortent de l'ordinaire. Et c'était aussi la tendance communiste, hein, de ne pas avoir un prénom entre guillemets catholique. Alors j'ai parlé du premier fils, Armido Fontanotte, hein, dont vous avez le portrait, le premier portrait là sur le panneau, hein. Donc lui il est né à Trieste le 28 février 1900, hein, et il est mort à côté de Udine le 28 mai 1944. Il est ouvrier. Donc c'est le fils aîné, hein. Il entre dans la résistance frioulane dès le 8 septembre 1943, hein, au moment où le gouvernement Mussolini tombe, et il devient le chef de bataillon de la brigade Garibaldi à Trieste, sous le nom de guerre Spartaco. Donc ce prénom de Spartaco, hein, on va le retrouver après avec un des fils Fontanotte en France. Donc il participe à plusieurs actions. Donc attaque le 24 mai 1944 contre la garnison de soldats alpins républicains logés dans l'école de Domberg,
Montespino, près de Nova Gorica. Pardon. En même temps, il attaque la garnison de Molino, sur les pentes du mont Tabor, et s'est positionné près du pont Sassetto. Plusieurs soldats fascistes de la République sociale sont tués, d'autres parviennent à s'échapper, et 87 demandent à se rendre. La plupart des républicains capturés expriment le désir de s'enrôler, ou ça, dans les rangs de la résistance. Vous voyez comment on change sans en avoir l'air. Spartaco donc, enquête sur leur bonne foi, à ces 87, donc, et leur fournit aussi une formation militaire. Mais au soir du 24 mai, il les emmène tous, hein, et pour qu'ils soient enrôlés. Et nous avons 3 hommes, hein, le sous-lieutenant Giobatta Brandoni de Buia, Michele Gervasoni d'Udine et Pietro Castellini de Tacento, tuent malheureusement dans son sommeil ce Spartaco, hein, qui leur avait donné confiance, hein, qui avait vraiment fait en sorte qu'ils deviennent résistants. Et ces 3-là, hein, bien sûr, rejoignent un détachement allemand. Donc la plupart des républicains, donc ceux qui faisaient partie de la République sociale italienne, hein, s'échappent. Seuls 8 d'entre eux, hein, atteignent de manière autonome les groupes de partisans. Hein. Et c'est simplement après la libération, hein, que la cour d'assises extraordinaire de Udine, hein, prononce les sentences suivantes. Peine de 13 ans pour le lieutenant Brandoni, 7 ans pour Gervasoni et 9 ans pour Castellini, hein, donc jugés par contumace. Mais l'amnistie de Togliatti empêchera l'exécution des peines. Donc là aussi, il y a beaucoup à commenter, hein, sur ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre, après que Togliatti, hein, ait, comment on dit, absous certains. Deuxième fils, Liccio Fontanotte. Alors lui, il est né à Fiume en 1912 et il est mort à Palmanova, hein, la ville étoilée, hein, le 4 août 1944. Il entre dans la résistance après le 8 septembre 1943, comme son frère aîné Armino, hein, qui lui a été assassiné 2 mois plus tôt par les fascistes, en prenant le grade de commandant de la brigade GAP de la division Garibaldi-Friuli. Connu sous le nom de guerre de Bruno, il est reconnu en juillet 1944 par une poignée de fascistes, et alors qu'il a réussi à échapper à la capture, hein, il se retrouve face à un groupe de SS, hein, qui lui barre la route près de Gorizia. Il réussit à se sauver, et malgré sa blessure, hein, dans le fleuve Isonzo, hein, il va quand même reprendre la lutte des partisans, mais est capturé en août 1944, hein, lors d'une rafle. Craignant de ne pas résister aux tortures que lui feraient subir les nazis fascistes pour lui stocker des informations, oui, il préfère se pendre, hein, dans la caserne Piave de Palvanova où il était détenu. Donc voilà le deuxième fils, hein, qui part et il préfère, hein, carrément, hein, se tuer. Le dernier fils, hein, Vinicio Fontanotte, hein, est un des commandants de la brigade prolétarienne. À l'âge de 23 ans, il prend le commandement du 3e bataillon de cette brigade sous le nom de guerre Petronio. S'étant distingué par sa bravoure grâce à des forces bien supérieures lors de cette bataille, il participe ensuite avec ses hommes à de nombreux combats contre les SS et de la division Hermann Göring et d'autres unités de la Wehrmacht. 14 ans après la libération, hein, il est injustement dénoncé pour avoir tué un républicain fasciste dans le but de le voler. Arrêté avec son cousin Spartaco Romano, ce n'est pas le même Spartaco, hein, de tout à l'heure, ils sont néanmoins acquittés par l'AMPI qui formule un acquittement complet. Vinicio est le seul fils de Antonio Giovanni, hein, à avoir survécu à la lutte contre les nazis fascistes.
Voilà l'épopée de cette famille restée en Italie. Donc, Antonio Becchelloni, qui est maître de conférences honoraire à l'université Charles de Gaulle Lille 3, spécialiste de l'histoire contemporaine, en particulier de l'Italie et de la France. Il a écrit, par exemple, un essai intitulé Les trois fontaneaux pour les bulletins de la Société d'histoire de Nanterre, publié en 2002, et plus récemment, 2017-2018, un essai su, je le dis en italien parce que ça vient mieux, Friulani e Giuliani nella Resistenza francese, publié par Quale Storia, qui est une revue d'histoire de Trieste. Merci. Et nous parlera de Fontanotte en France et en général des Friulans des Friulans et peut-être des Juliens aussi, qui se sont engagés dans la résistance française. C'est ça? Il se trouve que hier j'étais en Italie et dans les suppléments de Repubblica, venerdì, et probablement quelques-uns d'entre vous connaissent qui est-ce qui était sur la première page en couverture de venerdì, Monfalcone. Monfalcone comme non pas terre d'émigration, comme nous l'avons vu, mais comme terre d'immigration. Je suppose, je n'ai pas lu les détails, j'étais assez fatigué parce que les voyages maintenant en Italie en train durent longtemps. Je pense que c'est surtout des immigrés qui travaillent justement dans les chantiers navals, qui doivent toujours exister à Monfalcone. Bon, mais ça c'est une petite parenthèse, c'est simplement que les hasards fait bien les choses à la veille d'une explication, d'une intervention que j'aurais dû faire en parlant des héros originaires de Monfalcone, parce que finalement mes trois héros, Spartaco, Nerone et... Non, pas les trois, on va dire. Spartaco et Nerone sont tous les deux nés à Monfalcone. Le troisième qui est plus jeune, Jacques, en fait, lui, il est né en France. D'accord. Mais alors, revenons à mon intérêt plus loin dans les temps pour les Fontaneaux. C'est toujours les anniversaires qui jouent un rôle. Il y a les 40e anniversaires, les 50e anniversaires. Alors, dans mon cas, c'est pour les 50e anniversaire de la libération en France, qui est donc 94, que je commençais à m'intéresser à la place des Italiens dans la résistance, que ce soit dans la résistance italienne ou dans la résistance française. Et en fait, c'est toujours l'anniversaire, les anniversaires qui jouent. Ma première intervention, comme celle que j'ai faite maintenant devant vous, je l'ai fait en 95, donc pour les 50e anniversaire de la libération de l'Italie du fascisme, parce que l'Italie se libère du fascisme un an après la France. L'Italie, la guerre en Italie termine, bon, en France aussi, la guerre dans son ensemble termine en mai 45, mais l'immense majorité du territoire avait déjà été libérée en 44, ce qui fait que les anniversaires, les célébrations sont plutôt dans l'année qui termine en 4. Ce n'est pas un hasard si l'année dernière, le président Macron, et là on y revient parce que c'est aussi une autre occasion pour parler de Fontanotte, le président Macron a décidé de panthéoniser les couples Manouchian, mais par l'intermédiaire en fait de honorer l'ensemble de membres du groupe Manouchian. Alors, dans les groupes Manouchian, les groupes qui figurent dans la rue dont Patrice a parlé, une traverse de l'avenue Gambetta dans le 20e arrondissement, pour laquelle il y a une publication, je vois, qui vient d'être faite, qui est intéressante. Dans les groupes Manouchian qui a donné lieu de la part des Allemands à une propagande horrible avec l'affiche rouge qui tendait à faire croire que finalement la résistance n'était qu'une affaire des juifs, des communistes et d'étrangers, parce qu'il y avait ces trois aspects. Alors, il faut savoir que dans les groupes, il y avait, c'est vrai, les groupes dominants. Les groupes les plus importants, c'était des juifs polonais. Il y en avait 8.
chef était un Arménien, donc il n'a rien à voir avec les Juifs dans ce cas-là. C'était un Arménien d'origine probablement catholique, parce que les Arméniens, eux, étaient catholiques. Le chef était un Arménien, le groupe le plus important du point de vue quantitatif était des Juifs polonais, mais les deuxièmes groupes quantitativement plus importants, c'était 5 Italiens. C'était 5 Italiens, communistes tous les 5, qui avaient chacun une histoire différente et qui, dont 4 appartenaient à ce qu'on appelle la deuxième génération, dans le sens qu'ils étaient devenus adultes pendant la guerre, aussi bien Spartaco que Nerone que Jacques. Ben, Jacques, à la limite, il n'était même pas tout à fait adulte, parce qu'il n'avait que 17 ans quand il est mort. Mais il y avait quand même, parmi les 5 Italiens, il y avait aussi un certain Amedeo Useglio qui était arrivé en France, en fait, il avait en adulte 19 ans, donc on ne pourrait pas dire que c'est la deuxième génération. Hein, c'était la première, donc vous avez donc un spectre assez varié. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que il se trouve qu'il y avait eu à l'université de Paris 3 une journée consacrée à la résistance italienne dans ces cas-là, non pas à la résistance française. Et ma propre intervention, c'était justement de voir les va-et-vient entre les deux résistances. Je ne me rappelle plus les titres de mon article qui après avait été publié sur une revue d'histoire moderne et contemporaine, et c'est là que je parlais pour la première fois de Fontano. L'idée c'était que souvent on ne pouvait pas savoir en avance quelle aurait été la destination finale d'une trajectoire de vie. Parce que parmi les résistants français, il y avait pas mal d'Italiens qui, bon, parfois ils sont morts en héros, comme ceux dont on va parler, en France. Mais dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il serait devenu, qu'est-ce qu'il deviendrait, s'il avait survécu à la résistance française. Et il y en a beaucoup qui avaient, mettons, dans les 25, 26 ans, qui, après avoir combattu dans la résistance française, sont allés en Italie en 1943, après la chute de Mussolini et après la naissance de la République sociale italienne, quand l'Italie était à son tour non plus alliée des Allemands, mais occupée par les Allemands, au moins les 2 tiers du terrain. Et donc, l'idée, c'était de suivre un peu ces parcours souvent imprévisibles et aléatoires. Quelques-uns des héros de la résistance italienne, Osvaldo Pesce par exemple à Milan, ou Atteo Garegni à Turin, et quand ils sont rentrés en Italie, ils parlaient à peine italien. Ils avaient fait toute leur scolarité en France, et pourtant ils sont devenus des héros de la résistance italienne. Pour dire combien c'est complexe. Alors les Fontano, justement, à quelle catégorie appartiennent-ils, les 3 Fontano? On pourrait dire, surtout pour Spartaco et Nerone, que par certains côtés, c'est l'image même des personnes, des jeunes qui sont totalement insérés dans la société française. Ils ont des parcours scolaires ambitieux, bien que venant d'un milieu ouvrier qui aurait pu les déboucher sur des professions relativement qualifiées. Il suffit de lire la dernière lettre écrite par Spartaco, et il maîtrisait parfaitement la langue. Donc on peut dire que c'était un modèle d'intégration à la française, donc la participation à la résistance, ça consacrait aussi cette résistance. Mais les liens quand même avec le Parti communiste italien étaient tellement, italien pas français, italien, étaient tellement forts que le Parti communiste italien a gardé jusqu'à la fin des années 30 ses archives dans la maison du père de Spartaco Fontano. Donc, c'est pas un hasard si les parents de Spartaco, une fois pris la retraite, la mère de Spartaco travaillait chez Simca, la Fiat française. Quand elle a pris sa retraite, elle est rentrée à Monfalcone, en Italie. Donc, vous voyez, c'est une histoire. Alors, lien à la France, lien à l'Italie, moi je pense
que l'essence de la participation, surtout de Spartaco Fontano, elle est bien précisée justement dans la dernière lettre qu'il écrit. Je ne vais pas la rechercher mot par mot, mais il y a deux points qui me paraissent particuliers dans la lettre et un point qui va dans le même sens dans la réponse qu'il fait à un des officiers allemands qui l'interroge pendant le procès au tribunal, une espèce de procès farce qu'il a été fait. Dans la lettre au père, aux parents en fait, hein, parce que c'est une lettre unique où il s'adresse d'abord au père et puis il s'adresse à la mère, c'est la même lettre. Dans la lettre au père, il lui dit, bon, il ne faut pas s'étonner que moi je meurs, il n'y a rien d'extraordinaire, mon expérience n'a rien d'extraordinaire, il y a la guerre sur tout le front, et il ne faut pas s'étonner que moi, un soldat, meure aussi, il y en a tellement qui meurent partout. Alors, est-ce une revendication d'un choix patriotique ou est-ce la revendication d'un choix plutôt internationaliste, hein, dans le sens que je partage. Moi personnellement, je l'interprète dans ce deuxième sens. Mais il y en a beaucoup, surtout en France, qui l'ont interprété dans le premier sens. Il se trouve que la lettre, elle est tellement connue, cette lettre, qu'elle avait déjà été publiée, traduite en italien, dans une anthologie des dernières lettres des condamnés à mort de la résistance européenne, dans les années 50, dans un livre très, très beau, avec la préface d'un grand écrivain allemand antifasciste, Thomas Mann. Et il y avait déjà cette lettre de Spartaco Fontano avec cette petite phrase. La petite phrase qui va dans le même sens de la réponse qu'il donne à l'officier allemand qui lui demande « Mais comment ça s'est fait que vous, qui n'êtes pas français, parce qu'ils n'avaient pas la nationalité française, ni Spartaco ni Nero, comment ça s'est fait que vous, qui n'êtes pas français, vous vous battez pour la résistance française ?» Et alors, la réponse de Spartaco, d'après moi, ça va dans le même sens que ce qu'il avait écrit dans la lettre. Mais vous savez, pour un ouvrier, sa patrie, c'est l'endroit où il travaille. Voilà. Ça, c'est... L'autre chose que j'aurais voulu dire, toujours en parlant un peu des différentes des phases successives qui m'ont amené à m'intéresser aussi au rapport entre résistance italienne, résistance française, intégration en France, c'est une conférence qu'on m'avait demandé de faire en novembre, moi je ne suis pas sûr, disons à la fin du siècle dernier, hein? Plus simple, en 99, d'où les rues qui étaient dans l'année 2000 à Nanterre, sur justement l'expérience de Fontano, dans quelle mesure les titres étaient juste, dans quelle mesure l'expérience, je crois que c'est reporté là, dans quelle mesure l'expérience de Fontano était exemplaire ou au contraire exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait que. Et je me rappelle que Nerina Fontano, qui était la sœur cadette de Nerone et Nerina, oui, des noms curieux. Moi, j'étais sûr que Nerina avait été choisie parce qu'il se trouve que c'est une héroïne d'un poème de Léopard. Nerina, dove gita sei tu? Où es-tu allé? Tu ne vas plus au bas. Mais en fait, elle m'avait dit, pas du tout. Pas du tout. C'est que Néron, il avait été trouvé dans un manuel scolaire, parce que c'est l'empereur romain, et Nerina, pour son père, c'était les féminins de Néron. Mais pourquoi je voulais... J'ai perdu le fil. Ah oui, bon, Nerina me disait, avant que je parle, elle disait, mais oui, mais bon, Beccelloni dit que la famille Fontano a joué un rôle exceptionnel, il n'y a qu'elle a donné une contribution tellement importante. C'est pas vrai. Il y avait plein de Français
des plein d'Italiens en France qui ont fait la même chose qu'ont fait les Fontano. Et alors, moi, j'ai répondu en disant qu'elle avait tort et raison à la fois. Elle avait tort parce que malgré tout, il n'y a pas beaucoup de familles. Moi, je n'ai quoi que les noms de Fontano qui a donné les noms à une rue où il y en a 3. Hein? Un de 3 Fontano, c'est quand même assez exceptionnel. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait beaucoup de familles, non seulement friulanes, mais italiennes, d'autres régions d'Italie, où la composante familiale, disons, d'un engagement politique était très important. Et d'ailleurs, ça aussi, ça les reliait en même temps à l'Italie. Parce que si vous pensez que, surtout, la communauté de frères qui s'engagent pour un combat, c'est quand même une tradition italienne. Ici, il y a les frères, les 3 Fontano, ce n'étaient pas tout à fait les 3 frères. Hein, 2 frères et un cousin. 2 frères et un cousin. Mais des grands héros de la résistance italienne, c'était la famille, i fratelli... No, i Cervi, Alcide Cervi, toute la famille. Les 7 frères. Et c'était des héros qui ont été célébrés unanimement, tellement que même le président Einaudi, qui était pourtant un libéral, allait toujours à la commémoration des fratelli Cervi. Donc, je veux dire, le fait que l'engagement politique puisse être à la fois lié à la famille, mais en même temps, ce n'est pas un lien du genre traditionnel, c'est le lien qui souligne un engagement qui porte pour des idéaux qui vont au-delà de la famille. Hein. Et là, on le trouve dans le droit en France, on le trouve par exemple, pour ce qui est d'originaire de la Vénétie, on le trouve dans les Toulousains, on le trouve dans les Lot-et-Garonne. Il y a beaucoup de martyrs, Rosina Bette, par exemple, et Eduardo Goleas, mais il y a des noms qui viennent maintenant à l'esprit. Là, maintenant, il y a même une station de la métropolitaine de Toulouse qui porte le nom de Rosina Bette, qui était quand même une jeune fille de 19 ans qui, avec un compagnon de lutte, décide de mettre une bombe dans le cinéma variété de Toulouse, où on donnait 2 films de propagande nazie. Il se trompe dans les temps de la bombe, donc la bombe explose avant ce qu'elle aurait dû. Elle n'aurait pas dû tuer qui que ce soit, mais en fait, elle explose avant qu'on passe du premier au deuxième. Il y avait 2 temps. Elle éclate un peu avant, donc elle tue un spectateur qu'elle n'aurait pas dû tuer, et elle blesse très très gravement aussi bien Rosina qu'Edoardo. Les 2 seront tout de même condamnés à mort et fusillés, bien que blessés et incapables de tenir debout. Bon, c'est des exemples parmi beaucoup d'autres. Et donc, alors, pour revenir à la phrase de Nerina Fontano, il faut dire, les 2 choses sont vraies. L'héroïsme de la famille Fontano est exceptionnel, mais en même temps, la participation et la présence, la contribution des Italiens d'origines très différentes et des régions très différentes est très importante dans beaucoup d'endroits, dans les Alpes-Maritimes, dans les Var, dans les Lyonnais et dans la région parisienne. Peut-être proportionnellement, mais là je ne les fais pas pour vous flatter en tant qu'Aurélien, proportionnellement au nombre, peut-être la région du Frioul et de la Vénétie julienne, c'est celle qui a donné la contribution la plus importante, comme d'ailleurs mon ami Marco Popin, il l'avait déjà souligné, comme elle avait donné la contribution la plus importante aux volontaires italiens aux côtés des républicains dans la guerre d'Espagne. Bon, et là,
le professeur Beccheloni a parlé des Italiens à Paris. Effectivement, ils étaient assez nombreux. Il y avait par exemple les représentants des deux CGT, Bruno Boazzi et Vittorio, comment il s'appelle, Giuseppe Di Vittorio. Et entre eux, il y avait des rapports assez conflictuels. Bon, et il y avait d'autre part ceux qui ont été assassinés, les frères Rosselli. Et donc on avait les Fontanotte en même temps. Hein, donc Boaz, il est venu en 26. Oui, mais où est-ce qu'il meurt, Boaz? Boaz, il se trouve que je connais sa petite fille. Alors il habitait en plein Paris. Oui, sa fille était la femme de Gilles Martinet. De Gilles Martinet. Oui, oui. Non, mais il se trouve que Boaz, il a vécu en Italie, en France, jusqu'en 1943, mais il est fusillé par les Allemands à Rome le 4 juin 1944. Le 4 juin 1944, il est fusillé à Rome. Non, oui. Dire que il est ressorti de prison et fusillé. Bon, c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Mais donc, à Paris, il y avait des relations entre eux, et je voulais savoir si les Fontanotte étaient rentrés en relation avec ces Italiens là, qui se trouvaient dans Paris et qui étaient engagés. C'était là ma question. Oui. Ah oui, mais je crois pas, tout de même, je n'y crois pas que... Bon, ils étaient trop jeunes d'un côté, donc je crois qu'ils étaient liés plutôt aux structures du Parti communiste français et à quelqu'un dirigeant italien, Togliatti lui-même, hein, qui a quand même passé clandestinement d'une maison d'un camarade à l'autre. Il a passé quelques jours dans la maison Fontano à Nanterre, et c'était les secrétaires du parti. À propos de la résistance ici à Paris, on a mis un panneau avec Arsène Tchakarian, que nous avons connu il y a 10 ans et qui était venu ici avec deux autres résistants, Vincent Pascucci de Nanterre, dont une BD a été consacrée à cet homme. Et on avait été rendre visite à Arsène chez lui, où il avait une bibliothèque et des archives très importants, et où il avait justement fait un plan avec toutes les actions de chaque résistant de la Fiche Rouge. Hein, lui-même était tout jeune à l'époque et il portait les tracts à droite et à gauche en cachette. Et il m'avait justement montré cette carte de toutes ces actions. Et on a essayé justement de faire un gros plan sur une des actions qu'avait fait Fontanotte. Alors lui, il avait écrit avec un O, en fin de compte, il faut un T à Fontanotte. Et pour montrer justement comment ces partisans de la Fiche Rouge, du groupe Manouchian, étaient très mobiles. Ça aussi, ça a été très important pour les brigades spéciales de police à Paris, de comprendre comment ça fonctionnait, comment ce groupe fonctionnait. Ils étaient toujours à trois, mais ne savaient pas qui était l'autre. Donc ils se retrouvaient à tel endroit, ils savaient qu'ils devaient être à tel endroit, faisait le guet, l'autre arrivait, l'autre tuait. Et donc ça aussi c'est une des choses assez étonnantes de ces hommes qui ont été vraiment, comment on peut dire ça, militarisés et embrigadés dans ce genre de combat. Et dans les Fontano, c'était vraiment quelque chose, comme l'a dit Anton, comme l'a dit Parable, c'était vraiment en eux. C'était normal, déjà avec tout ce qui était passé là-bas, Monfalcone, en Istrie, etc. Mais c'est aussi de montrer comment on s'engage, et c'est comme ça, c'est naturel. C'est pour ça que c'est toujours étonnant de se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire dans cette galère? Et savoir aussi qu'ils étaient tout jeunes. 19, 25, 26 ans pour Ousselio, peut-être un autre un peu plus vieux. Et
là, on a affiché aussi la lettre qu'avait écrit Spartaco à ses parents, et aussi la reconnaissance de la France, puisqu'avec ses monuments, donc Nanterre, mais aussi les monuments aux morts, où ont été fusillés Jacques et Nérone. Ça aussi, il y a quand même quelque part dans l'histoire de la France, cette reconnaissance, même si ça a été très long. Je pense que, comme vous le savez, il a fallu 10 ans avant que Macron... Ce point-là. Oui, 10 ans avant qu'on accepte que les 23 soient au Panthéon. Parce qu'ils étaient émigrés. 70 ans, oui. Oui. Non, j'avais compris 10 ans. Non. Non, 70 ans. La demande a été faite en 2014. Ah oui. Et il a fallu 10 ans pour que ça... Ah, il faut que ça aboutisse. Ah, moi, je ne comprends pas. Non, moi, c'est que je voulais dire Micro, je parle dans le micro. à ces sujets. L'autre jour, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, avant de partir pour l'Italie, j'ai vu quand même faire une dernière petite recherche en vue de cette conférence d'aujourd'hui, et je suis allé aux archives du service historique de la Défense, au château de Vincennes, où il y a toutes les demandes que les gens des familles ont fait pour que ce soit reconnu les services. Donc, il y a des dossiers aux 3 Fontaneaux, un certain Rohregger, il y a un nom allemand, mais il était en fait né à Pula actuellement, et il avait donc la nationalité italienne, il avait fait la guerre d'Espagne, c'était un géant, il faisait 2 mètres, les Espagnols l'appelaient El Alto, c'était... Et il connaissait bien l'allemand parce que c'était d'une famille allemande, et il travaillait à Vincennes dans une usine allemande d'explosifs. Donc, bon, il était bien armé, si on peut dire, pour participer activement à la résistance. Et c'est un des premiers qui a été fusillé par les Allemands dans un procès célèbre de la Maison de la Chimie. Lui et un autre frioulant qui s'appelait Mario Buzzi en 1942. Alors, je suis allé voir ces 5 dossiers, Mario Buzzi, Rohregger et les 3 Fontaneaux, et Rino della Negra aussi. Et j'ai vu que, par exemple, donc 6 dossiers j'ai regardé, j'ai vu que, par exemple, Spartaco Fontano, sa mère, elle a demandé je ne sais pas combien de fois, par l'intermédiaire des associations des anciens FTP, par les associations, il y avait même une association qui s'appelait URGED, je crois, Association unifiée des combattants étrangers de la résistance. Bon, qu'on lui reconnaisse à titre posthume les grades de lieutenant, étant donné l'importance des actions qu'il avait commises. Quand même, on croyait, puis après on s'est rendu compte, mais longtemps après, que ça avait été une erreur, mais il avait quand même tué un officier qui était quand même, c'était pas les commandants du Gros Paris comme il croyait, mais quelqu'un de très important quand même. Et il est responsable du STO, du service de travail obligatoire. Il avait réussi à mettre une bombe dans les sièges du parti fasciste italien, rue Sedillo, pour une cérémonie où on fêtait l'entrée en guerre de l'Italie le 10 juin 1943, donc pour le troisième anniversaire. Donc pour toutes ces raisons, elle voulait qu'on reconnaisse à titre posthume les grades de lieutenant, alors qu'il avait un grade de sous-officier très modeste, aspirant, puis de devenu... Bon, bref, encore dans les années 70, elle n'avait pas réussi à l'obtenir. Alors qu'on l'avait accordé à son cousin Néron, et on l'avait accordé dès les années 50. Et là, parfois, on ne comprend pas pourquoi, pour des raisons quand même assez... Juste une demande, si tu le sais, naturellement. Spartaco Fontano, avant de rentrer au Panthéon, d'être panthéonisé à côté, enfin juste les noms et les prénoms, mais à côté des 2 Manouchiens, avait été déclaré, je crois, 10 ans avant à peu près, ou peut-être 15 morts pour la France. Pour les Français, c'est très important cette reconnaissance. Est-ce que les 2 autres Fontano sont aussi morts pour la France? Oui, tous ont été reconnus morts pour la France. Mais il faudrait que j'y relise à des dates très différentes. Très différentes.
Et les deux autres frères Fontanov, est-ce qu'ils étaient aussi dans les Moy ou est-ce qu'ils étaient dans d'autres groupes de résistance? Je n'ai pas trouvé de trace de la MOI. D'ailleurs, la MOI, c'est curieux cette histoire de la MOI. Hein. Explique. Non, la MOI, ça veut dire main-d'œuvre immigrée. Et c'était une structure qui existe, main-d'œuvre immigrée. Dans le temps, elle s'appelait au départ MOE, main-d'œuvre étrangère. Mais déjà au début des années 30, ça avait été changé de nom en main-d'œuvre immigrée. C'était une structure du Parti communiste italien qui était spécifique aux travailleurs venant étrangers, qui avait une structure, mais c'était une structure du Parti communiste français. Elle était tombée presque en désuétude à l'époque du Front populaire. Ça n'existait presque plus. Ça a été réactivé après la naissance de la résistance, après 41, après l'été 41. Au départ, il y avait l'organisation spéciale, et puis après, il y avait la main-d'œuvre. Ce qui est curieux, que même Pia Carena Leonetti, qui était quand même une antifasciste italienne, qui, la première, a essayé de faire une recherche systématique sur les Italiens qui avaient participé à la résistance. Son livre s'appelait en italien Gli Italiani del Maquis. Il a été publié en 66. L'autrice est morte en 67. Le livre a été traduit en français en 68 par les éditions Cino del Duca. On a ajouté quand même des noms après la première édition italienne. Je me suis aperçu longtemps après, moi j'ai travaillé sur l'édition italienne, j'ai vu qu'en fait dans l'édition française, il y avait des noms qui ne figuraient encore pas. Alors elle-même se trompe. Et dans une note, elle explique que MOI, ça veut dire Movimento Operaio International. Alors que c'est la police allemande qui l'appelait comme ça. Mais en fait, c'était main-d'œuvre immigrée. Vous aviez intitulé La famille Fontanot dans la tourmente. Hein. Et pour moi, il y a trois grands points de tourmente qui ne sont pas forcément dans le sujet. Il y a celui dont j'ai parlé tout à l'heure, les 40 giorni di Tito. Il y a les foibe, auxquels vous avez fait allusion terrible sur la tension entre les populations, les Italiens qui habitaient dans l'Istre. Il y a donc une partie à terminer dans ces espèces de grottes. Et puis le troisième point, c'est Porzus. Ah oui, bien sûr. Et absolument. Alors, je ne voulais pas soulever, mais on y vient parce que oui, mais les je frères ne crois pas que Fontanot... les Fontanot... Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, peut-être, mais parce qu'il y a des Fontanotes qui s'engagent comme dans un mouvement résistant. J'ai écouté les dates que vous avez données, je crois que c'est peut-être Patricia, en 1944. Donc Porzus, c'est en février 1945. Donc ils sont parmi les résistants, les frères Fontanote, ils font partie de ces groupes. Alors Porzus, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Il s'agit de partisans italiens, des garibaldiens liés au Parti communiste de Udine, qui ont tué des partisans dello Zoppo, donc du Frioul, qui étaient majoritairement catholiques et plutôt du côté des Fratelli Rossel et des Giustizia e Libertà, c'est-à-dire des socialistes non marxistes. Et entre les deux, il y a eu des fusillades, et parmi les 17 tués, le frère de Pasolini. Et c'est un moment très fort, et même cinématographique, du cinéma, et ça va empêcher Pierpaolo Pasolini d'adhérer au Parti communiste en 1947. Mais quand il a adhéré, on lui a prêté ses propos, j'adhère à votre parti, mais je n'oublie pas que le rouge de votre drapeau, c'est aussi le rouge du sang de mon frère. Donc c'était quelque chose de très fort. Et Pasolini était relié au Frioul, à la Casarca della Delizia. Il avait sa famille, il prenait ses vacances dans le Frioul, et donc il se trouvait complètement impliqué. Donc c'est un moment fort entre les partisans et l'accusation des communistes, des partisans communistes liés au PCI, c'était que les Zozoppo, les partisans donc frioulants qui cherchaient la défense du territoire, ils étaient accusés d'avoir pris des contacts avec les fascistes qui avaient quand même un objectif commun, c'était de laisser un minimum de territoire aux Yougoslaves. Alors que les communistes, eux, étaient, je l'ai dit tout à l'heure, étaient souvent amis avec les Yougoslaves, au point que certains ouvriers de Monfalcone,
précisément la ville des Fontanotes, sont allés travailler en Istrie après parce que les relations étaient fortes. Et donc il y avait cet antagonisme, certains du côté des Yougoslaves et les autres voulant la défense du territoire, n'acceptant pas que les frontières puissent être déplacées du côté de la Yougoslavie. Donc cette heure et ce massacre, 17 morts entre les partisans. Et donc, en même temps, il y avait les Fontanotes dans la résistance, mais vous avez... Je ne crois pas, à ma connaissance, non, mais je ne connais pas. Comment ils se sont Ceci dit, situés on par en rapport parle à- encore, hein, parce qu'il Ah ben oui. il y a un livre très important dont je parlais, par un historien qui s'appelle Gabriele Ranzato, qui est un spécialiste à la fois de la résistance italienne et de la guerre d'Espagne, qui a écrit un gros livre sur la liberazione di Roma, et il vient de publier un livre sur la résistance communiste en Italie qui s'appelle Eroi pericolosi. C'est tout un projet. Alors, les choses se sont calmées. Je sais que les deux associations ont commémoré en commun les résistants en 2016, mais à un moment, donc la tension a été forte entre votre association, la NPI, et les associations des autres. Mais les choses se sont arrangées. Alors, il se trouve qu'un de nos amis, qui était prévu dans le programme de cet après-midi, aurait dû vous parler et vous expliquer ce qu'on essaye, du groupe d'amis intéressés par l'histoire des antifascistes italiens en France. On est en train de mettre au point un projet qui est à la fois historico-touristique, on va dire. Hein. C'est-à-dire, on essaye de mettre au point une map des antifascistes italiens dans la région parisienne, uniquement dans la région parisienne. Nous avons réuni quand même quelque chose comme à peu près 900 noms. C'est pas mal, 900 noms. Il y en a 600 pour Paris intramuros et 300 pour la banlieue. Mais parce que pour la banlieue, encore, on compte continuer. Puis on fera un tri. L'objectif, ce n'est pas d'être exhaustif, de présenter tous les antifascistes. Après, on fera un tri, on choisira ceux sur lesquels on peut raconter des histoires. Et puis, il s'agira de faire un itinéraire. Donc, c'est que Alessandro Giacone aurait dû vous montrer, c'était la map qu'on a déjà mise au point, avec tous des points, on clique sur les points, et il y a toujours les coordonnées de tel ou tel antifasciste. Pour Carlo Rosselli, par exemple, où il habitait, les différents endroits où il habitait. Togliatti lui-même, ça a été très difficile. Togliatti, qui était le secrétaire du Parti communiste italien, a passé presque 10 ans de sa vie en France. Hein. Mais toujours dans des endroits, avec des adresses clandestines que même la police fasciste n'avait pas réussi à faire. Parce qu'il était chez quelqu'un, parmi lesquels aussi chez le Fontana. Mais d'autres, par contre, on savait très bien où ils habitaient. Donc, on essaye de faire des itinéraires. Mettons, le 8e arrondissement de Paris, 8e et 9e, autour de je sais pas, le métro Saint-Georges, par exemple. Il y en a pas mal qui étaient là. Notre idée, ce serait ça. Si on fait un itinéraire où il y a maintenant des lieux, pas uniquement les personnes, mais les lieux. Hein, l'endroit où il y avait des sièges, mettons, de la CGT ou de la CGIL italienne, ou l'endroit où il y avait, par exemple, l'Unità clandestine, l'unité, le journal du Parti communiste italien, ou l'endroit où il y avait, où il s'est initié la popote des Italiens, par exemple, il y a une espèce ainsi de suite. On peut faire des choses assez animées sur ça, parce que si on relie les noms avec les lieux. Alors, comme tu disais avant, le hasard fait bien les choses, ou plutôt c'est Patricia Bisson qui a très bien fait les choses, parce que moi je viens de rencontrer le professeur Trichelori. Alors, pas nous, parce que c'est pas l'AMPI, mais c'est des associés de l'AMPI, ils ont déjà fait une petite partie de ce boulot-là. Alors, ça existe une app, dans Guidigo, sur les traces de l'antifascisme italien à Paris, qui couvre que le 10e arrondissement par contre, et ça termine au Garibaldien, que la plupart de vous connaissent. 13e.
Dixième arrondissement. 10e arrondissement. Par exemple, les funérailles, la cérémonie funèbre de Frère Rosselli a été rue de la Grange-Aubel, voilà, etc. Donc il y a déjà une petite étape avec cette application. Et un jeune historien qui travaille à Paris et qu'on a perdu de vue parce que, j'en sais pas, parce que exactement, il a écrit un livre que je possède, Carlo, dunque, La Francia, ou piuttosto la Parigi, di Carlo Rosselli. Tu le connais? Oui. Moi je suis cité dedans. Diego di Lettosa, voilà. Et donc une partie du boulot est déjà faite. L'année dernière, j'ai été invitée à Monfalcone et à l'Ampi, et donc nous avons rencontré justement Marco Pupini et Anna di Gianantonio, et aussi la petite cousine, la petite nièce, si je puis dire, de la famille de Spartaco. Et la conférence ne s'est faite que dans la salle de l'Ampi, et on était tous là, assez consternés et déçus que cette conférence n'ait pas un public plus large. Et à l'époque, enfin l'année dernière, on nous a expliqué que ça n'a pas pu être fait vraiment dans un lieu reconnu et public comme une bibliothèque par exemple, ou une mairie, car vous devez savoir que depuis quelques années, la mairie de Monfalcone est de droite. Et que d'extrême droite, enfin quand je dis droite, et donc cette femme, cette mère, se refuse justement de reconnaître toute cette implication de la résistance et se bat depuis des années contre l'immigration. Elle refuse absolument que l'immigration s'installe à Monfalcone. Il faut que vous sachiez qu'avec les grands chantiers navals, sur tous ces chantiers, il n'y a que des étrangers qui travaillent sur les bateaux et une grande communauté pakistanaise. Et donc, si Monfalcone fait la une de certains journaux maintenant, ce n'est pas pour rappeler Fontano et compagnie, mais justement pour rappeler que, entre guillemets, je dis bien, il y en a assez de ces immigrés. Donc là aussi, c'est encore un autre combat qui s'engage là-bas en Italie et qui n'est pas évident, pas simplement à Monfalcone, mais dans toute cette partie du Friuli Venezia Giulia, et où on a beaucoup d'émigration, c'est ça qui est étonnant dans cette région-là, où il y a beaucoup de Friulans qui ont émigré partout dans le monde, on voit partout. Un exemple flagrant, c'est Luigi Del Bianco, qui a sculpté avec son équipe américaine et italienne les 4 grandes statues des 4 présidents américains. Vous vous dites là, bon, il y a quand même quelque chose. Et ça, c'est quelque chose assez terrible de ce que connaît pas simplement Monfalcone, le Frioul, mais toute l'Italie. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore